personne ne fait part de sa vive émotion lorsque l'an dernier, 574 000 ménages ont vu leur électricité coupée ou réduite. Car oui, en France, une entreprise publique ou privée peut punir les pauvres car ils sont pauvres. 41. 41, c'est le nombre de milliardaires que compte notre pays, répertorié par Oxfam dans son récent rapport sur les inégalités. En tête de ces 41 milliardaires, Bernard Arnault, patron de LVMH, avec 76 milliards de dollars. Le même rapport indique également que 400 000 personnes supplémentaires sont passées sous le seuil de pauvreté en 2019, qui, je le rappelle, est de 1 015 € par mois, ce qui donne le triste résultat de 9,8 millions de pauvres en France. Ces chiffres que je cite ici, mes chers collègues, visent à rappeler pourquoi nous avons déposé cette proposition de loi. Parce qu'elle résonne malheureusement avec l'actualité, car quand on touche 1 015 € par mois, on doit souvent faire des choix entre payer ses factures, son loyer ou se nourrir. Notre proposition de loi n'entend pas, à elle seule, réduire toutes les inégalités, mais elle vise à lutter contre la précarité énergétique qui s'est accrue et pénalise celles et ceux qui sont déjà en grande difficulté. Lors de la loi sur la transition énergétique votée en 2015, l'objectif était de réduire la précarité énergétique de 15 % en 2020. Nous y sommes et pourtant nous sommes loin de cet objectif. Les salaires et les pensions étant bloqués et le prix de l'énergie explosant, la situation s'est même dégradée. 7 millions de foyers, c'est-à-dire près de 12 millions de personnes, et si on ajoute 3,5 millions de personnes souffrant du froid, nous sommes à un Français et une Française sur 4 qui est en situation de précarité énergétique. Après les augmentations de plus de 7 % du tarif de l'électricité durant l'été dernier, c'est une nouvelle augmentation de 2,4 % qui pèse sur les ménages depuis le 1er février 2020. Et cela ne s'arrêtera pas de sitôt, puisqu'il est même annoncé que ces augmentations seront continues jusqu'en 2025. Or, l'Observatoire de la précarité énergétique indiquait qu'avec 10 % d'augmentation, ce qui est déjà presque atteint cette année, près de 420 000 ménages pourraient basculer en situation de précarité énergétique. Ainsi, après des mois de contestation des gilets jaunes, des mobilisations toujours plus importantes contre la paupérisation comme seul horizon, voici votre réponse: augmenter la facture d'électricité des particuliers de plus de 180 € par an en moyenne en l'espace d'un an. Monsieur Carenco, le président de la Commission de régulation de l'énergie, affirmait il y a peu au Sénat que cette augmentation n'est pas grave pour les ménages car c'est l'équivalent d'un paquet de cigarettes par mois, ce qui confirme bien que certaines élites sont déconnectées de la réalité de la majorité de nos concitoyens. Contrairement à lui, outre le mépris de cette phrase, nous affirmons que cette hausse aggrave les inégalités et fait basculer des dizaines de milliers de personnes en situation de précarité énergétique. Et contrairement à ce que votre gouvernement a affirmé, les usagers, devenus des clients, ne paient pas le coût de l'énergie, mais bien celui du prix de l'Europe libérale. C'est 1,3 milliard d'euros pris dans les poches des ménages qui passent ainsi directement dans les coffres-forts des opérateurs privés avec les 2 augmentations des 9 derniers mois. C'est donc un hold-up rondement mené au profit du privé avec votre bénédiction. Avec ces différentes hausses, le peuple a compris une chose: le mythe selon lequel l'ouverture à la concurrence ferait baisser les prix est devenu une allégorie du mensonge. Depuis 10 ans, l'électricité a augmenté de 27 % et celui du gaz de près de 70 %. Et pendant ce temps-là, vous préparez le démantèlement, la désintégration, puis la future privatisation de l'entreprise publique EDF avec le projet Hercule, à contrario du sens de l'histoire qui veut que seule une entreprise publique intégrée et monopolistique peut répondre au défi d'avenir qu'est la transition énergétique et répondre aux besoins humains. Ces mêmes politiques de libéralisation plombent aujourd'hui EDF, l'obligeant à transférer à ses concurrents la rente du nucléaire sans contrepartie et sans engagement de leur part à investir. La hausse des tarifs réglementés intervient ainsi sur demande des opérateurs alternatifs privés à la Commission de régulation de l'énergie afin qu'ils puissent proposer
des tarifs libres au même prix que les tarifs réglementés. Tout cela, au final, pour respecter le dogme de la sacro-sainte concurrence libre et non faussée imposée par Bruxelles, même lorsque cette concurrence est défaillante. Alors que la solution adoptée consiste à confier la régulation des prix au marché, méthode inefficace s'il fallait encore le démontrer, notre proposition choisit de consacrer l'accès à l'énergie en droit fondamental tel que garanti par la Constitution, gardienne de notre histoire et des droits fondamentaux qui ont émergé. Sous la monarchie absolue sont nées les revendications de liberté citoyenne et politique. De la révolution industrielle, les premières garanties économiques et sociales ont été conquises, enrichies par le Front populaire et le Conseil national de la Résistance. Ce sont ensuite les catastrophes écologiques et la prise de conscience du danger futur qu'elles supposent qui ont introduit l'impératif des droits collectifs et de protection de l'environnement. Alors que nous combattons sans relâche pour préserver et enrichir ces droits conquis de longue date, il nous faut inclure dans ces luttes la création de droits nouveaux. Ériger l'accès à l'énergie en droit fondamental, comme nous le proposons dans l'article 1, s'impose comme suite logique à cette dynamique historique qui fait correspondre nos droits fondamentaux aux nécessités de notre temps. Il s'agirait également de respecter nos engagements en donnant un fondement national aux dispositions du socle des droits sociaux de Göteborg, lequel place l'énergie parmi les services essentiels auxquels toute personne a le droit d'accéder. Oui, nous le disons, alors que les différents gouvernements prônant une politique libérale essaient de réduire depuis 30 ans les droits et les accès aux droits, nous prônons une vision de la société radicalement différente. Nous voulons la garantie d'accès aux droits et en conquérir de nouveaux. Si nous votons ce premier article, il conviendra donc ensuite d'en garantir l'accès. Cet objectif d'égalité à l'accès à l'énergie doit s'accompagner de celui de justice sociale. Nous voulons, à travers l'article 2, que soient interdites tout au long de l'année les coupures d'électricité, de chaleur et de gaz. Et ainsi en finir avec ce scandale de priver des hommes et des femmes d'électricité et de gaz, c'est-à-dire de pouvoir se doucher, se chauffer ou encore manger. Il y a quelques jours, à la suite d'actions syndicales ou des syndicalistes de l'énergie coupant quelques instants l'électricité dans des lieux symboliques pour faire entendre leur voix contre la réforme des retraites, nous avons entendu la droite sénatoriale et le gouvernement pousser de concert des cris d'orfraie et demander des sanctions exemplaires. Mais bizarrement, personne ne fait part de sa vive émotion lorsque l'an dernier, 574 000 ménages ont vu leur électricité coupée ou réduite. Car oui, en France, une entreprise publique ou privée peut punir les pauvres car ils sont pauvres. Nous disons aux syndicalistes que vous accusez de tous les maux, qui sont les mêmes qui rétablissent le courant et qui se nomment les Robins des Bois et qui sont poursuivis pour délit de solidarité, que nous les soutenons pleinement. Enfin, nous entendons sortir l'énergie du secteur marchand pour lui reconnaître le statut de bien de première nécessité afin d'y appliquer, via notre article 4 et en vertu de la directive du Conseil européen du 19 octobre 1992, un taux réduit de TVA à hauteur de 5,5. Cette mesure d'allègement fiscal prend tout son sens lorsqu'on se livre à un examen de la composition du prix de l'électricité. Les taxes pèsent pour un tiers de la facture payée par les usagers, ce qui est déjà lourd de conséquences financières sur les ménages précaires et rend la facture illisible. En l'état, cela veut toujours dire plus de vulnérabilité pour les 7 millions de ménages qui se trouvent en situation de précarité énergétique. Enfin, après l'allègement de la TVA à 5,5, nous proposons que les bénéficiaires du chèque énergie soient exonérés de taxes sur la consommation d'électricité et de gaz, et à raison. La CSPE, censée financer les énergies renouvelables, demeure un dispositif à la gestion et aux résultats opaques. Elle est aujourd'hui absorbée directement dans le budget de l'État et a donc servi, par exemple, à financer le CICE. En ce sens, il nous paraît nécessaire d'exonérer de CSPE et de TICGN les ménages les plus en difficulté. Un dernier mot sur le rapport de Mme la rapporteure, que nous remercions pour son travail et son sérieux. La commission n'a pas adopté notre proposition de loi et propose de travailler sur le chèque énergie. Nous rappelons que cette solution curative n'est pas durable et qu'en plus il faudrait, selon l'ADEME, un chèque par foyer d'en moyenne 710 €. Son montant aujourd'hui varie entre 48
et 277 €, même si nous soulignons l'augmentation de 50 € de l'an dernier. Nous sommes d'accord pour que son montant soit revu et son accès élargi, sachant que déjà un quart, 25 %, n'y ont pas recours, car ils ne savent pas qu'ils y ont droit. Mais nous pensons surtout que la majorité des personnes concernées ne veut pas l'aumône, mais plutôt pouvoir payer sa facture. Il est donc urgent d'augmenter les salaires. Pour finir, évidemment, cette proposition de loi ne répondra pas seule à la question de la précarité énergétique. Il faut mettre en place des politiques publiques ciblées sur les facteurs qui fragilisent les ménages : revenus disponibles, prix de l'énergie, conditions de vie, qualité de l'habitat et équipement du chauffage. Ce dernier point est important. Nous le redisons comme nous l'avons porté pendant la loi ÉLAN, il faut d'urgence un plan Marshall de la rénovation énergétique des logements. Au rythme actuel, il faudrait 140 ans pour rénover l'ensemble des logements classés F et G. Les aides existantes sont par ailleurs aujourd'hui majoritairement destinées aux propriétaires, alors que la grande majorité des ménages précaires demeurent locataires. Je finis, Monsieur le Président. Cette proposition de loi est donc un pas contre la précarité énergétique, mais nous avons besoin d'actions publiques cohérentes et d'ampleur. Je vous remercie, chers collègues.